Mon deuxième thème est constitué des conséquences de ce constat. La question sociale, qui offrait un cadre à nos discussions démocratiques, s'est dissoute dans d'autres catégories, celles de l'identité, du nationalisme, du repli sur soi et de la peur. Les inégalités se multiplient et ne sont plus enchâssées dans la structure sociale comme avant. Par exemple, les syndicats et le patronat dans les sociétés industrielles. Qui représente à l'heure actuelle les femmes célibataires, les chômeurs de longue durée, les pensionnés, les cadres ayant perdu leur boulot, les immigrés, etc., etc. Et ces nouvelles formes d'inégalité ne sont plus lisibles par nos institutions, par notre monde politique. Et puis, il y a la montée en puissance de la techno-économie et en particulier des réseaux. Ceux-ci stockent d'importantes masses de données. Ce sont les big data. À son époque, Diderot se targuait de tout savoir sur les sciences constituant la nature, connaissances qu'il avait formalisées dans son encyclopédie. À l'heure actuelle, les savoirs de tout humain représentent une goutte d'eau dans l'océan. Les réseaux ont provoqué une globalisation dans nos manières de penser, de discourir, d'être. Ils provoquent une accélération techno-économique. Les algorithmes de Google, Amazon, Facebook ont pris le large par rapport au droit et à la politique. Et cette désynchronisation est tout profit pour ceux qui savent la manipuler. La rupture engendrée par ces nouveaux systèmes techniques ne donne plus aux individus, à la société, aux institutions, le temps nécessaire à leur intégration. Et la gouvernance finit par être désabusée, impuissante. Elle préfère les rustines à une politique coordonnée et à long terme. Connaissez-vous le terme grec époqué ? C'est une rupture, une suspension du jugement, une mise entre parenthèses d'une époque pour mieux l'analyser, pour mieux la comprendre. L'époquée, par sa mise en parenthèse, crée une nouvelle époque dans le sens où elle permet par sa suspension de donner le temps nécessaire aux gens d'intégrer les nouvelles valeurs induites par la technique sans pour autant les accepter entièrement. Il y a l'époquée technologique d'une part, l'époquée des savoirs d'autre part, c'est-à-dire la mise en cohérence de nos connaissances par rapport aux évolutions techniques. C'est ce deuxième époquée qui nous intéresse plus particulièrement. Il devrait nous permettre le réajustement vers de nouvelles façons de penser. Car, à l'évidence, une absence d'époque, au niveau de la culture, des arts, des sciences, etc., génère une sorte de chaos intellectuel défavorable à la bonne gouvernance. Notre monde, désormais mondialisé, est dominé par des valeurs véhiculées par la techno-économie. Ce sont ces valeurs, celles de l'utilité, de la nouveauté, de la vitesse, de l'efficacité, qui donnent désormais un sens à nos vies. Enfin, il y a encore plus inquiétant, la séparation de plus en plus marquée entre deux mondes qui s'ignorent. Ce sont d'une part le monde des gens diplômés, des cadres, des intellectuels, ayant intégré à leur profit les nouveautés et les bouleversements induits par une technoscience galopante. Et d'autre part, le monde des gens restés sur le bord du chemin, n'ayant que pour seule obligation la servitude d'utiliser ces nouveautés dont ils ne connaissent pas l'utilité finale, que ce soit dans le monde du travail ou même dans la vie de tous les jours. D'un point de vue pharmacologique, la question est toujours de renverser le poison en remède, c'est-à-dire de faire de ce qui produit une augmentation locale d'entropie son contraire, un nouveau facteur, une entropie négative. Mais qu'est-ce que l'entropie ? Une entropie, c'est une augmentation non régulée d'un système qui conduit au désordre, au chaos. Cette croissance non régulée des techniques et des savoirs peut conduire à la séparation entre deux mondes par l'inflation des données qu'elle produit. La connaissance nécessaire à leur intégration n'est pas développée dans le monde du savoir populaire par une mise en place d'une pédagogie adéquate, mais reste confinée dans les sphères des hautes écoles spécialisées. Et que fait la politique dans ce monde qui lui échappe ? Après le sociétal, prise en compte des minorités, des droits individuels, des mouvements de démocratie participative, etc., le social revient maintenant au grand galop. C'est la fin du mois des Gilets jaunes, opposée à la fin du monde des écologistes. Et puis, bien sûr, l'importance prise par les réseaux sociaux fait que la politique se plie davantage à l'art de séduire, en suivant l'opinion, qu'à l'art de convaincre, au court terme plutôt qu'au long terme.
réélection oblige. Les réseaux sont devenus avant tout un espace de libération de la parole. Ils sont devenus le lieu de la réaction immédiate, à chaud, en continu. C'est ainsi que très vite, ce qui aurait pu être un formidable vecteur d'émancipation s'est bien souvent transformé en terreau pour la parole de haine, pour le harcèlement et l'invective continuelle. Jamais nous n'avons assisté à autant de débats publics, amplifiés par Internet, sur les questions les plus diverses. Mais cela amène souvent les internautes à se séparer en des clans antagonistes, bourrés de certitudes et à ne pas changer d'avis. Reste sans doute au monde politique à prendre la mesure de ces nouveaux enjeux et à ne pas accentuer ce sentiment très partagé d'une rupture qui ferait de certains des privilégiés hors sol et sourds aux attentes contemporaines. Cette prise en compte de la situation présente par nos politiques, par nos médias, pose comme jamais la question du courage de la vérité. Cela s'appelle la parésia, le dire vrai chez les Grecs. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quelle est, selon nous, la réponse que nous pourrions apporter à cette situation.